Les matins de France Culture, Guillaume Erner. On va revenir à la nature ou à la représentation de la nature. Alors c'est un peu notre manière à nous, pour les matins de France Culture, de célébrer l'ouverture à nouveau des musées avec vous. Laura Bossy, bonjour. Vous êtes neurologue, Bonjour. historienne des sciences et commissaire général d'une très belle exposition, Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle, qui sera donc ouverte demain au musée d'Orsay à Paris. Avant d'évoquer cette exposition, il faut que vous nous parliez de cette date, le 19e siècle. Qu'est-ce que ça représente dans la pensée de la nature ? Bonjour Guillaume Erner. La nature, le 19e siècle est vraiment le siècle dans lequel notre relation avec la nature se modifie radicalement. Et c'est pour ça que cette exposition est au musée d'Orsay, qui est donc le musée du 19e siècle, et que nous avons voulu choisir ce long 19e siècle à partir des Lumières et jusqu'à la Première Guerre mondiale pour montrer cette évolution qui a révolutionné vraiment notre relation avec le monde en entier. Il y a bien sûr le recensement du monde qui s'est étendu à tous les continents, par mer et par terre, l'océanographie qui naît, les chemins de fer, le télégraphe qui réduisent les distances, et aussi l'électricité, le charbon, la révolution industrielle et l'urbanisation qui changent complètement les paysages. Mais surtout, c'est le siècle de la science. Pratiquement toutes les sciences de la vie et de la terre que nous connaissons aujourd'hui sont nées au 19e siècle. La biologie est nommée en 1802, la paléontologie née dans la première moitié du siècle, la chimie organique, la physiologie, la biologie cellulaire, la géologie surtout pour laquelle il y a eu un vrai engouement, la bactériologie, c'est d'actualité, mais aussi l'anthropologie et surtout l'écologie qui est inventée par Humboldt, le Il grand faut voyageur. rappeler qui était Humboldt, Laura Bossy. Oui, Humboldt était un des très grands voyageurs scientifiques. On l'a appelé le deuxième découvreur de l'Amérique. Il voyageait, c'est le plus parisien des Prussiens, et il voyageait avec Bonpland, avec Aimé Bonpland, qui était aussi un très bon scientifique, et ils avaient l'ambition vraiment de décrire le cosmos entier, donc les espèces vivantes, mais aussi la géologie. Humboldt était ingénieur de mine de formation, et donc il a été une figure centrale et aussi un des prototypes des grands voyageurs scientifiques du siècle. Voilà, donc et l'écologie, c'est vraiment lui qui l'invente. Elle est nommée par Ernst Haeckel, le grand darwiniste allemand, en 66. Mais elle prend forme voilà, au 19e. Donc aujourd'hui, nous nous préoccupons de plus en plus de notre relation avec le monde vivant, évidemment, avec la nature. Et le 19e siècle est pour nous crucial aussi pour le changement dans notre relation avec l'animalité. Nous allons en parler après, parce que autour du milieu du siècle, il y a aussi l'évolutionnisme, donc les différentes théories de l'évolution qui se développent avec notamment Darwin et Haeckel, qui changent complètement. Et Lamarck. Et Lamarck, bien sûr. Il faut rappeler quand même, puisque c'est lui le français, et vous ouvrez d'ailleurs cette exposition, notamment sur Lamarck. On retrouve aussi Buffon, Linné, tous ceux qui vont classer la nature. Laura Bossy, ce que l'on découvre dans cette exposition, c'est aussi que pour être un bon théoricien, il faut être un bon observateur. Et donc, il y a toute une série d'objets qui sont exposés, des cires qui montrent des plantes exotiques, parce que c'est comme ça qu'on les conservait et qu'on les montrait au public, des planches, de très belles planches qui montrent des oiseaux, qui montrent des animaux, et on ne sait pas très bien si on a affaire à des représentations scientifiques ou à des représentations artistiques de la nature. Merci, je crois que vraiment ça, c'est un des traits essentiels de l'exposition. On a voulu vraiment montrer que, surtout dans la première moitié du 19e siècle, on est encore imprégné un peu de l'idée des Lumières qui voulaient que les arts, les sciences et les techniques, d'ailleurs on avait aussi cette idée grandiose au moment des Lumières après la Révolution, d'avoir un seul grand musée qui montrait ensemble ce qui est devenu après le Louvre, le Muséum, les musées des arts et des techniques, de montrer qu'il n'y a pas de distinction, il n'y avait pas deux cultures,
euh, comme aujourd'hui, on est très spécialisé. Et on avait aussi l'idée que pour enseigner, il fallait aussi faire plaisir de docere et delectare. Et donc, il y a beaucoup d'objets qui naissent parfois avec un statut didactique et qui en fait sont des œuvres d'art. Et il y a beaucoup d'œuvres d'art qui sont créées par des artistes qui s'intéressent beaucoup à la science de leur époque et qui donc présentent des détails vraiment d'une justesse scientifique, notamment dans des représentations de plantes, des glaciers, de la nature qui changent complètement des statuts dans toute la première moitié du siècle. Après l'évolutionnisme, dans la deuxième moitié du siècle, qui est la deuxième moitié de l'exposition aussi, les choses changent, il y a plus d'inquiétude. Une fois que nous sommes placés nous-mêmes dans le grand arbre généalogique du vivant, il y a beaucoup de questions qui se posent, aussi une certaine anxiété, etc. Et la position des artistes est troublée par ce questionnement. C'est l'époque aussi des cabinets de curiosité. Et là, vous montrez, je pense que c'est extrêmement important. Ces cabinets de curiosité ne sont évidemment pas des capharnaums, ce ne sont pas des désordres, ce sont au contraire des lieux où on organise les choses. Et le 19e siècle est l'époque où on va commencer à classer la nature, Laura Bossi. Oui, en fait, on commence un peu plus tôt. J'ai essayé de montrer le passage que j'ai appelé de la curiosité à la studiosité. Il est évidemment graduel. Mais déjà, les cabinets de curiosité ne sont pas du tout arbitraires. Au contraire, ils sont une tentative de montrer le macrocosme, la nature, de manière systématisée et concentrée dans un microcosme, une sorte à usage privé, mais vraiment guidé par des considérations très strictes, un peu fondées sur l'art de la mémoire de la Renaissance, pour donner une idée du monde entier. Par contre, déjà, ça commence au XVIIe puis au XVIIIe, on commence à se rendre compte que la nature est plus grande que ça. Il y a plus que ça dans la nature. On commence à recueillir de manière systématique tout ce qu'on trouve et essayer effectivement de le classer. Et en particulier, bon, il y a le grand classificateur Linné qui au début est fixiste. Il dit même le Dieu crée et Linné classe. Mais après, vers la fin de sa vie, il commence aussi... Alors, il faut rappeler ce que sont les fixistes, parce que à l'époque, donc, il y a beaucoup de savants pour qui le monde tel qu'ils le voient est le monde tel qu'il a été créé. Oui, mais en fait, notre culture occidentale est dominée par l'idée que le monde est un jardin créé pour l'homme et que les animaux ont été créés pour tenir compagnie à l'homme, en gros, et que l'homme a en même temps... il est supérieur aux animaux parce qu'il est doué du langage. Donc, c'est Adam qui nomme les animaux. Donc, c'est un peu ça, la capacité de vivre dans un monde symbolique qui justifie l'anthropocentrisme chrétien et judéo-chrétien. Mais en même temps, il y a un sens de responsabilité. Le jardin est fait pour être cultivé, gardé, etc. Donc, ce sont des mythes, comme les mythes de la création, qui ont aussi évidemment beaucoup de sagesse. Et par contre, après, on se rend compte que ce jardin devient de plus en plus grand et plus compliqué. Il y a un tel nombre d'espèces que ça devient difficile d'imaginer que Dieu ait pu prendre la peine de créer individuellement chaque insecte, chaque plante un tout petit peu différente. Et donc même la Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à ce moment-là que nos ancêtres ont perdu confiance en Dieu. Ils se sont dit que c'était trop compliqué en faisant des taxonomies, des catégories. Non, je ne pense pas que c'est nécessairement une perte de confiance en Dieu, mais c'est une vision différente et moins mythique, disons, de la création. Linné et même beaucoup d'autres sont restés profondément religieux et comme beaucoup d'autres grands savants, surtout au XVIIIe. Après, certains sont devenus déistes, donc ils ont imaginé un Dieu qui crée, mais pas un Dieu personnel. Voilà. Mais ça, c'est trop compliqué pour notre émission. Et la rupture de Darwin, donc qu'est-ce qui se passe entre Lamarck et Darwin, Laura Bossi, puisque pour nous, lorsqu'il est question des origines du monde et de la nature au 19e, on songe bien évidemment à Darwin qui coupe le siècle en deux, et vous consacrez d'ailleurs une partie de cette exposition aux représentations de Darwin, aux caricatures qui en sont faites.
Oui, en fait, on a consacré une salle qui est un peu le cœur, le tournant, autour de la moitié du siècle, des années 60-70, hem, au développement des théories évolutionnistes. Et on a essayé non pas d'illustrer, mais plutôt d'incarner par des artistes qui se sont beaucoup occupés de ces théories, qui effectivement mettent en cause la position de l'homme, comme maître et possesseur de la nature et l'insèrent dans une généalogie animale. Et donc, on a montré comment la variation des animaux est importante, la reconnaissance de la sélection d'abord artificielle et puis naturelle par Darwin, qui a beaucoup observé les pigeons en particulier. Il a passé 3 ans avec les colombophiles où il a vu qu'on pouvait modifier leur phénotype et même leur squelette de manière très importante dans un temps très court. Donc, ça l'a conforté dans l'idée que dans la nature, des traits favorables pouvaient être conservés longtemps. On a montré les études de Darwin sur l'expression des animaux qui l'ont conduit, après avoir observé ses chiens, il en avait 15, et ses enfants, il en avait 10, qui l'ont amené à imaginer une transition entre les émotions et l'intelligence, l'âme, on peut dire, animale et humaine. Et on montre un chien qui rêve et des singes, par Gabriel Fomax, un peintre très intéressant et peu connu en France et qui était très empathique envers les singes et qui montre des singes souriants ou des portraits de singes. Et on a montré aussi le changement dans la perception du monde qui est introduit par le grand darwiniste allemand, qui a été aussi un grand vulgarisateur du darwinisme, Ernst Haeckel, qui a théorisé l'idée de la récapitulation, c'est-à-dire cette idée qui a été très importante du point de vue heuristique, notamment pour la psychanalyse, mais pas seulement, que nous Point de vue récapitulons heuristique, c'est pour pour la science pour la pratique. science pratique, pour la connaissance. Vous avez raison, c'est trop technique. Et qui a imaginé que nous-mêmes, par exemple, euh, ré- répétons de manière abrégée toute l'évolution des espèces quand nous passons du statut d'un œuf, donc un organisme unicellulaire, à un organisme adulte. Et ça, ça a été quelque chose qui a beaucoup impressionné les artistes qui se sont vraiment posé le problème des origines de la vie. Donc là, on voit la première apparition d'embryons dans des œuvres d'art et pas dans des œuvres médicales, mais aussi l'apparition de la vie, la sortie de l'eau, les organismes primitifs, etc. Et Laura Bossy, vous qui êtes donc commissaire générale de cette exposition qui va ouvrir demain au musée d'Orsay à Paris, les origines du monde et l'invention de la nature au XIXe siècle, il y a aussi la question de la représentation de l'histoire humaine, la naissance donc des hommes préhistoriques. Et là, c'est aussi à cette époque, ça se passe comment pour nos ancêtres? Comment découvrent-ils que l'homme n'a pas toujours été Adam et Ève tel qu'il est représenté d'ailleurs tout au début de l'exposition? Oui, en fait, nous ne nous rendons pas compte aujourd'hui, parce qu'on l'apprend à l'école, que du choc que ça a représenté dans la première moitié du siècle. D'abord, la découverte de l'immense antiquité du monde. Autrefois, on imaginait que le monde était vieux de quelques milliers d'années, 6000 ans ou quelque chose comme ça. Et là, on commence à découvrir par la géologie que la Terre est très ancienne et elle a une histoire très mouvementée. Donc, il y a un véritable choc et une passion pour la géologie. Et les artistes représentent ça. Et d'ailleurs, on voit un changement de statut du paysage qui s'anime de glaciers, de tempêtes, de volcans, des strates de peinture géologique. Et après, et donc ça, c'est ce qu'on a appelé un peu le sublime, mais en fait, c'est vraiment un intérêt aussi, une anxiété par rapport à l'antiquité de la Terre. Et on découvre ces étranges bêtes antidiluviennes. Et en 1860, Boucher de Perthes montre que l'homme est contemporain de ces grands animaux éteints, etc. Et en France en particulier, pendant un moment, on a même pensé que la France était le berceau de l'humanité parce qu'on y découvre Mhm. l'homme de Cro-Magnon, etc. En Allemagne, on découvre Néandertal. Donc, on commence beaucoup à fantasmer sur ces hommes préhistoriques.
Il y a aussi la découverte de la peinture pariétale, qui au début évidemment paraît impossible à attribuer à des hommes primitifs par sa grande beauté, mais après on se rend compte qu'on avait des ancêtres artistes, et donc il y a aussi des peintres et des sculpteurs qui se spécialisent pratiquement dans la représentation de l'homme primitif, qui n'est pas encore vraiment là, c'est pas encore vraiment le chaînon manquant entre l'homme et le singe. C'est un homme un peu comme nous, qu'on se représente comme un sauvage, etc. Donc il y a toute une peinture parfois assez amusante, dont on a quelques exemples dans l'exposition, avec des peintres comme Cormon, Jamin, Fèvre, etc., qui montrent voilà, des hommes en fuite devant le mammouth, ou voilà, des scènes de rapt d'une femme, etc. Et ce que l'on voit aussi dans cette exposition Laura Bossi et qui est très représentatif du 19e siècle, c'est finalement un grand appétit de découverte, les explorateurs, avec également des bricoleurs de génie qui se fabriquent des scaphandres pour pouvoir peindre au fond des mers. Bref, toute une série d'aventures pour découvrir le monde dans sa grande variété. C'est quelque chose qui est marquant à l'époque. Ah oui, je dirais que surtout toute la première moitié du siècle est vraiment marquée par l'émerveillement et devant la variété du monde. Et donc la figure de l'explorateur et de l'explorateur savant, qui évidemment existait aussi déjà un peu au XVIIIe, mais là explose. Et aussi, il y a une grande littérature de vulgarisation. Les enfants en France, après, liront, dans la deuxième moitié du siècle, ils liront encore Jules Verne en Italie, Salgari, et Karl May en Allemagne. Et l'animal aussi, l'animal sauvage, est une source de fascination. Les grands animaux exotiques qui ont déjà fasciné la fin du XVIIIe siècle. Dans l'exposition, par exemple, on montre une éléphantesse historique, Parky, qui est notre présidente du musée d'Orsay, Laurence Descartes, a obtenu un prêt de notre partenaire, le Muséum d'histoire naturelle, et qui trône maintenant dans la nef du musée. Donc, on a une véritable fascination pour les différentes formes de vie et pour les voyages d'exploration. On en montre 3 dans l'exposition. Celui du capitaine Baudin, qui est sous le consulat, donc très tôt en Australie, en terre australe. On montre évidemment, on en a déjà un peu parlé, Humboldt et Bonpland, et on montre aussi des aquarelles de Martens, plus tardifs, de l'exposition très connue des Darwin sur le Beagle et sa rencontre avec les Fuégiens. Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle. Laura Bossi, l'exposition qui ouvre demain au musée d'Orsay à Paris, dont vous êtes la commissaire générale. On va évoquer la nature et face à la nature, et même plus précisément face à une bête sauvage. C'est le livre de Joëlle Zask, enseignante à l'Université de Provence, publié aux éditions Premier Parallèle. Elle nous rejoindra dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture. Et nous évoquons la nature, l'humanité face à son animalité et face à l'animalité. Tout court, nous sommes en compagnie de Laura Bossi. Vous êtes neurologue, historienne des sciences et commissaire générale d'une très belle exposition qui s'ouvre demain au musée d'Orsay à Paris, les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle. Vous nous avez expliqué dans quelle mesure ce siècle était le siècle de la curiosité, un siècle marqué par des figures comme Lamarck, Darwin, Haeckel, et comment on s'est prodigieusement intéressé à la nature pour en découvrir les ressorts. Et aujourd'hui, on se retrouve face à cette nature. Joëlle Zask, bonjour, vous êtes enseignante à l'Université de Provence, spécialiste de philosophie politique, et vous publiez Face à une bête sauvage aux éditions Premier Parallèle, tout simplement parce que vous expliquez en introduction de cet ouvrage qu'il y a de plus en plus de bêtes sauvages dans notre univers domestiqué. Expliquez-nous comment et pourquoi il y a autant de bêtes sauvages aujourd'hui. Dans notre univers urbain et domestiqué, ça, il y en a eu, il y a beaucoup d'animaux depuis longtemps. Et dans les villes, il y en a de plus en plus. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est que leur environnement est détruit. Et il est fragmenté, il est artificialisé. Donc les bêtes ne trouvent plus de quoi survivre dans leur milieu naturel et débarquent en ville,
où ils trouvent finalement des conditions pour certaines espèces, pas toutes malheureusement ou heureusement. Donc ils trouvent des conditions de subsistance qu'ils ne trouvent plus dans leur milieu d'origine. Et puis il y a aussi le fait que il y a un phénomène inverse, c'est que les villes sont des milieux de plus en plus dégradés. En tout cas, ce qu'on appelle les zones périurbaines, certains centres-villes complètement abandonnés. On peut penser à Skid Row, à Los Angeles, qui est en plein cœur de Los Angeles. Donc vous avez des décharges à ciel ouvert, des quantités de réceptacles dans lesquels s'accumulent les eaux usées, des problèmes sanitaires graves, des détritus de partout. Et ça, c'est aussi une manne pour les animaux. Et du coup, on a une espèce de retournement qui fait que l'humanité, avec ses activités très peu écologiques, finalement, entre dans l'écosystème d'animaux qui vont en tirer parti. Et voilà. Donc, on a toutes sortes de phénomènes. Quel genre d'animaux? Alors moi, il y en a plein, mais il y en a, j'en ai étudié en fait une dizaine de très près. Alors, vous Les dites par exemple qu'il y a un sangliers. afflux de sangliers. Les sangliers, oui. Là, on a lu il y a 2 jours dans la presse que une dame au supermarché en Italie s'est fait attaquer par une petite harde de sangliers qui l'ont carrément raquettée. Elle a dû abandonner son sac à provisions et filer le plus vite possible pour ne pas être embrochée. Donc oui, non, il y a vraiment des confrontations assez particulières. Bon, les moustiques, on les connaît bien, mais Alors, on les connaît bien, mais vous nous rappelez que ce sont des animaux sauvages. Ah oui, ils sont et très qu'ils sauvages. sont aujourd'hui, non pas domestiqués, mais qu'ils vivent extrêmement bien aux environs de nos domiciles, Joël Zask. Oui, c'est ça. C'est justement, on a un peu une difficulté à penser le sauvage quand il rentre en relation avec l'humain, comme si finalement tout être qui interagit avec nous perdait sa sauvagerie et accédait à un autre statut, soit un statut dégradé. L'animal poubelle, soit un statut un peu, disons, transformé par la coexistence avec l'humanité, comme peut l'être l'animal domestique, l'animal familier, l'animal liminaire. Bon, il y a toutes sortes de catégories. Mais non, moi, ce que je pense, c'est que les animaux qui rentrent en relation avec les humains n'en restent pas moins sauvages. Il faut penser ce sauvage-là, qui n'est pas le sauvage nécessairement terrorisant, qui n'est pas non plus ce sauvage merveilleux qui nous fait rêver, mais qui est un sauvage malgré tout. Laura Bossy, justement, dans votre exposition au musée d'Orsay à Paris, on voit les hommes, nos ancêtres du 19e siècle, se passionner pour des animaux qu'ils voient pour la première fois en chair et en os et dont ils ne soupçonnaient peut-être pas l'existence auparavant. Il y a la girafe, il y a le rhinocéros, bref, des animaux sauvages et exotiques qu'ils voient débarquer en Europe. Oui. Ça a été effectivement un moment à la fin du XVIIIe et dans la première moitié du XIXe où, avec l'amplification, la généralisation des voyages, d'exploration, etc., on ramène de plus en plus d'animaux sauvages, bien sûr aussi des oiseaux, des singes, etc., qu'on essaye d'acclimater, comme d'ailleurs pour les plantes. Et évidemment, les grandes bêtes, là par ailleurs, magnifiques et surprenantes, comme le rhinocéros. Dans l'exposition, on fait un petit excursus sur une de mes bêtes préférées, qui est la gentille femelle rhinocéros Clara, qui est le 5e rhinocéros qui arrive en Europe et qui a fait un véritable grand tour d'Europe mené par un impresario très entreprenant qui était un ancien capitaine de la Compagnie des Indes. Les éléphants aussi. Il y a, par exemple, l'éléphant qu'on montre dans la nef est un éléphant historique qui était dans la nef du musée d'Orsay. Dans la nef du musée d'Orsay. Ça fait un très bel effet, je dois dire. On dirait qu'elle a toujours été là. Et elle et son compagnon Hans sont ramenés par les troupes napoléoniennes de la ménagerie du Prince d'Orange. Et bon, quand elles arrivent, elles font un tabac. Tout Paris se précipite pour les voir. Les musiciens du conservatoire jouent le ça ira, ça ira, ça ira, et les éléphants bougent les trompes, etc. Et évidemment, c'est là, on montre aussi un petit diorama avec la célèbre girafe
de Louis-Philippe, la girafe Zarafa. Ça devait être stupéfiant à l'époque de Oui. voir pour la première fois. Mais une j'avoue girafe. que même nous, ou même vous, si on a été pour la première fois dans un cirque qu'on veut maintenant bannir ou dans un zoo et on voit une girafe, c'est vrai que ce sont des créatures très étonnantes. Pas seulement par leur taille, mais par leur façon très étrange de bouger, etc. Et donc là, il y a un véritable phénomène il y a une giraphomanie, une rhinocérosmanie qui stimule même la mode, les coiffeurs. On retrouve des pendules aux rhinocéros, etc. Donc là, c'est surtout l'admiration pour la diversité des formes animales et pour une sorte d'altérité. Donc évidemment, c'est une sorte parmi les 1000 de la relation avec l'animal sauvage. Joël Zask, ça c'est aussi une manière d'apprivoiser ou de tenter d'apprivoiser le monde sauvage en découvrant ces animaux. Ben, je crois que le cas de la girafe, cette fameuse girafe qui va faire le Tour de France, hein, si je me Elle est venue de souviens bien. Marseille à pied Ouais. avec 2 vaches. Voilà, donc il y a un texte très beau qui s'appelle Le voyage de la girafe, et c'est emblématique en fait de cette relation complètement fausse qu'on va développer avec les animaux, parce que justement, il y a un récit qui a été fait du point de vue de la girafe. Alors c'est un exercice un peu rigolo, De Baraté. mais oui, ça de Baraté, et qui vous explique qu'en fait la girafe n'apprécie pas du tout le traitement que lui fait subir ses admirateurs. Et en particulier, alors un problème qu'on rencontre déjà là, mais qu'on va rencontrer jusqu'à aujourd'hui, on lui donne à manger. Mais pour lui donner, on donne à manger aux animaux pour les acclimater, pour les rapprocher, pour faire copain-copain, pour s'en faire aimer, etc. Et pour créer une relation aussi. Mais il se trouve que la girafe, pour prendre les mets qu'on lui offre à la main, Les elle est pétales de obligée- rose les que lui pétales donne de le roi. rose, voilà. Donc elle est obligée de se baisser. Or, c'est vraiment anti-nature pour une girafe, parce que la girafe, à partir du moment où elle se baisse, elle est en état de vulnérabilité. Et c'est-à-dire qu'en fait, un prédateur peut lui sauter au cou, en fait, et lui trancher la gorge. Et donc, c'est quelque chose qu'elle déteste faire. Et pourtant, elle est sans cesse, tout au cours de son voyage, contrainte de se baisser pour attraper les pétales qu'on lui tend. Donc, et ça, c'est un problème qu'on va retrouver. Je crois que s'il y a tellement d'animaux qui attaquent, c'est aussi parce qu'on leur donne à manger. C'est-à-dire que d'un côté, face aux animaux sauvages dans les villes, il y a ce geste protecteur qui consiste à leur donner à manger, mais qui voudrait presque mettre l'émerveillement en pratique, en quelque sorte, et de créer une relation un peu symbiotique avec l'animal. Et on sait, dans la relation mère-enfant ou père-enfant, ce que ça veut dire donner à manger. C'est reconstruire le cordon, en quelque sorte. Enfin, bon, en tout cas, certaines manières de donner à manger le font. Et puis, à l'opposé, vous avez le geste éradicateur qui reste extrêmement présent. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment... Le sanglier, là, il mérite la mort. Hein. Il a attaqué une dame dans le supermarché, donc il doit mourir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un animal est considéré comme nuisible, et quand on lui donne à manger, il perd sa distance de fuite, et puis il est un peu dangereux. Enfin, en tout cas, il va utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition, y compris le moyen qui consiste à vous attaquer. Alors à ce moment-là, on estime qu'il mérite la mort, et on va faire appel à des prélèvements, comme on dit, Oui, terrible. à des produits Euphémisme. chimiques, etc. Donc voilà, il y a vraiment les deux à la fois. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, la question de l'animal sauvage dans les villes, elle pose, vraiment, elle nous renvoie au caractère problématique de ces deux gestes qui sont devenus consubstantiels à notre comportement humain, en quelque sorte. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au 19e siècle, Laura Bossi, il y a donc ces animaux qui sont montrés, et aujourd'hui, comme vous l'évoquiez, la question des cirques, du fait de maintenir ces animaux en captivité, c'est une question qui est largement discutée. Et cependant, c'est aussi à cette époque où l'on commence à prêter des émotions aux animaux, et on le voit très bien dans les tableaux, dans certains tableaux qui sont montrés dans cette exposition. Oui, je n'irai pas jusqu'à dire ça. En fait, on commence à les étudier de manière scientifique. Mais si vous regardez, on trouve des portraits, des véritables portraits très émouvants d'animaux depuis l'Antiquité. Même si vous regardez certains stèles grecques, où vous voyez un personnage humain assez stéréotypé, comme dans les sculptures funéraires, et à côté, il y a un petit chien, et c'est vraiment un portrait de chien très vif. Et bon, il y a même le premier portrait de 2 chiens sans leur maître, date de l'Italie du XVIe siècle. Et il y a énormément, toute une tradition, d'ailleurs surtout, beaucoup aussi, pas surtout, mais beaucoup en Angleterre, de portraits
des animaux familiers ou plus chéris, disons, surtout le chien et le cheval, avec leur maître ou même sans leur maître. Et avant Darwin, par exemple, il y a le peintre favori dont je suis fan aussi, je dois dire, et en France, malheureusement, il n'est pas très connu parce qu'il y a juste un tout petit tableau au Louvre, qui est le Sir Edwin Landseer, qui a peint notamment tous les chiens de la famille royale, mais aussi beaucoup d'animaux de toutes sortes. Et vraiment, il y a déjà une tentative de représenter, à l'époque on disait l'âme animale, mais en fait ce sont les émotions et l'intelligence animale, etc. Darwin est quand même très important parce qu'il inaugure avec son livre sur l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, l'étude, disons, scientifique moderne comme on la conçoit aujourd'hui, de la psychologie animale en particulier. Ça commence aussi avec Romanès et d'autres, après ça se diffuse. Mais, et d'ailleurs, Darwin travaille avec un peintre qui est Britton Rivière. Il critique aussi Landseer en disant qu'il y a certaines des expressions des animaux ne sont pas vraiment bien observées. Il a eu au moins 15 chiens, Darwin, donc il les connaît bien, il les observe, il est un peu une gentleman farmer. Il a eu 10 enfants, et donc il met toujours en relation l'observation de ses propres enfants et des animaux. Et donc, il, lui, défend l'idée donc d'une transition graduelle et pas d'une différence radicale. Là, on peut être d'accord ou non, parce que le langage est quand même... il y a quand même un saut au niveau de la pensée symbolique entre l'animal et l'homme. Et voilà, je crois que j'ai déjà dit dans l'exposition, on montre un chien de Landseer, justement, qui dort, et des singes très, très portraiturés, vraiment, de singes qui sourient, etc. Parlons des chiens, Joël Zask, puisque vous les évoquez dans Face à une bête sauvage. Alors ça, c'est le corollaire de la domestication des chiens. Comme il y a beaucoup de chiens, il y a hélas beaucoup de chiens abandonnés, beaucoup de chiens sauvages et errants. Et dans Face à une bête sauvage, vous expliquez quels sont les comportements à adopter lors d'une rencontre fortuite avec un chien errant. Et par exemple, il ne faut surtout pas sourire. Et oui, d'ailleurs, c'est la même chose avec les singes. Remarquez, avec les masques, maintenant, on peut sourire. Oui, parce que sourire, c'est montrer ses dents. Et montrer ses dents, c'est un signe d'agressivité, donc qui peut être très très mal interprété par le chien, et donc qui peut vous attaquer en retour si il n'est pas farouche ou s'il a trouvé une bonne raison de le faire. Donc il y a effectivement tout un comportement. Alors que face à un chien agressif, il faut pas le regarder dans les yeux, mais il faut lui faire face. Alors qu'il y a d'autres animaux, il faut les regarder dans les yeux et établir un contact visuel très fort. J'ai appris, grâce à votre livre, Joël Zask, que le mieux à faire, c'est donc d'enlever son masque, de s'asseoir et de se lécher les lèvres. De se lécher, voilà. Parce qu'en fait, chez les chiens, c'est un signe de pacification, mais sans ouvrir la bouche, parce que sinon, vous allez montrer vos dents. C'est compliqué, donc il faut s'entraider. Voilà. Tout en clignant des yeux. Et éventuellement, d'ailleurs, c'est recommandé par certains, vous pouvez aussi mettre la main du côté de votre postérieur, faire comme si c'était une queue et l'agiter gentiment, ce que le chien interprétera, encore une fois, comme un signe de paix. Ce qui demande quand même une certaine coordination des mouvements. Ça demande ça, puis ça demande le savoir, surtout. Voilà, oui, ça demande de le savoir, parce que ça ne s'invente pas. Et ce qui m'a beaucoup frappé en faisant ce petit bouquin, c'est justement à quel point on est ignorant de notre propre éthologie, en quelque sorte, et qui est totalement déficiente, alors que les animaux nous observent avec une acuité et une persévérance extraordinaire. Et donc, si on pouvait nous notre voir... Notre propre éthologie, donc la manière dont on se comporte... Et comment on peut décrypter comment on peut décrypter les différents signes, les différents gestes qui témoignent, qui trahissent nos pensées véritables, Joël Zask. Oui, et puis aussi notre sauvagerie, c'est-à-dire ce qui nous échappe complètement, c'est ça. Et en fait, on voit chez les animaux une capacité d'ajustement, d'adaptation, d'interprétation. Alors, je ne veux pas faire de l'anthropocentrisme, mais clairement, il y a une forme d'intelligence, de quel type, je n'en sais rien, mais qui leur permet d'apprendre à déchiffrer notre comportement et de réagir en conséquence. Et d'une certaine façon, c'est aussi une espèce de retournement, parce que quand on regarde notre histoire, en tout cas occidentale, voire les histoires mythologiques du monde entier,
on a le sentiment que l'homme est sur Terre pour étudier les animaux. C'était le cas chez Aristote, on voit Noé. Noé, c'est qui? C'est quelqu'un qui étudie les animaux, c'est pour ça qu'il est choisi d'ailleurs pour faire face au déluge. Et il connaît chaque animal, enfin, c'est vraiment très très précis. Et Aristote, on pourrait dire que ce qu'il y a de spécifique chez l'homme consiste à étudier la part animale en nous, en quelque sorte. Alors on a développé des méthodes spéciales qu'on appelle l'intelligence et qui est destinée à la lecture du corps dont on ne sait pas ce qu'il peut faire, comme le disait Spinoza. Donc je vois que c'est vraiment un problème qui reste entier. Et par contre, nous, on a un peu laissé tomber ce contrat, en quelque sorte, alors que les animaux, eux, ils s'en emparent, sans doute depuis longtemps, mais on les voit, moi je suis totalement novice dans ce domaine, mais on discerne à quel point les animaux développent des méthodes d'observation de leurs congénères, mais également des autres espèces, dont les humains, et qui sont vraiment intéressantes à observer. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs humains observent la manière dont les animaux observent. C'est un champ d'expérience ou de science extraordinaire. Laura Bossy. Bah oui, je trouve que ces observations sont parfaitement cohérentes et intéressantes. Et voilà, moi je trouve aussi qu'il y a une sorte de régression dans notre attitude vis-à-vis des animaux, parce qu'on revient un peu à une classification à l'ancienne. On les classifie comme animaux domestiques très chers, etc., ou comme nuisibles, ou comme effectivement sauvages, ou nuisibles ou non, etc. Et on perd la différenciation, l'intérêt pour le fait que chaque espèce est différente et chaque animal est différent. Il y a des individualités, voilà. Et du fait qu'on vit uniquement aujourd'hui, ou presque, dans des milieux urbains où l'animal il y a beaucoup d'animaux de compagnie, mais surtout, voilà. Et un milieu rural, l'animal est devenu un produit. Donc, ce n'est plus un animal, il n'a plus de nom, etc. Donc, la relation s'est vraiment appauvrie. Et aussi l'intérêt pour les animaux. Les enfants sont toujours aussi enthousiastes quand ils les rencontrent, mais après, ça se perd. Justement, il n'y a pas que les enfants qui aujourd'hui sont enthousiastes pour cette proximité avec les animaux. On la voit dans votre exposition au musée d'Orsay à Paris. On voit dans quelle mesure les hommes observent les animaux. Joël Zask, vous apprenez dans Face à une bête sauvage comment on peut aussi leur faire face lorsqu'ils n'ont pas toujours des intentions pacifiques à notre endroit. Et puis, il y a en ce moment un documentaire qui est extrêmement regardez sur Netflix, c'est La sagesse de la pieuvre, l'histoire de la relation qu'un réalisateur, Craig Foster, est parvenu à tisser avec une petite pieuvre. On va en écouter un extrait. Je me souviens du jour où tout a commencé, en voyant cette chose très étrange. Beaucoup de gens disent qu'une pieuvre est un extraterrestre, mais bizarrement, plus on se rapproche d'elle, plus on se rend compte qu'on est très similaires. Difficile à expliquer, mais on a parfois le sentiment que cette créature est spéciale. Elle a beaucoup à nous apprendre. Ma vie devait radicalement changer. Et ma façon d'y arriver était d'être dans cet océan avec elle. Puis, j'ai eu cette idée folle. Et si j'y allais tous les jours ? Une amitié avec une pieuvre. Laura Bossy, dans l'exposition dont vous êtes la commissaire générale au musée d'Orsay à Paris, il y a une attention particulière portée au milieu marin avec les animaux, les poissons, mais aussi ces très petits organismes qui sont décrits, qui sont peints et qui servent à des éléments architecturaux aussi. Ah oui, bien sûr.
Avec l'océanographie, il y a vraiment un intérêt incroyable pour les différents invertébrés marins et même les animaux microscopiques du plancton qui habitent les profondeurs des mers. Et moi, je m'intéresse particulièrement à Ernst Haeckel, qui est le grand darwiniste allemand, qui a commencé ses études pour avoir son habilitation à l'université avec des études absolument magnifiques sur les radiolaires, qui sont donc des petites unicellulaires avec des squelettes de silice. Minuscules organismes. Oui, on les voit seulement au microscope. À son époque, on en connaissait un peu parce que son maître les avait étudiés et lui a vraiment ajouté des centaines d'espèces. Et en plus, il a participé à la grande expédition du Challenger anglaise où il s'est occupé justement des radiolaires, mais aussi des méduses, qui étaient aussi une de ses grandes spécialités. Sa maison à Iéna s'appelle Villa Medusa. Des coraux, des éponges, des siphonophores, donc tous ces animaux invertébrés marins. Et les radiolaires sont particulièrement intéressants parce qu'ils montrent comment déjà, à partir des formes les plus simples de la vie, la forme se différencie. Donc ils sont comme des cristaux, en fait, absolument magnifiques. Et d'ailleurs, ils ont intéressé beaucoup un architecte français qui a créé la grande porte monumentale pour l'exposition universelle de 1900 à partir d'un radiolaire. Donc c'est assez séduisant, cette idée de faire une porte monumentale à partir d'un organisme unicellulaire. Mais bon, pour revenir un peu aux pieuvres, dans l'exposition, il y a quand même un rappel à Jules Verne et à son grand Kraken, son monstre marin, etc. Et si je peux juste ajouter, je ne suis pas du tout une spécialiste des pieuvres, mais on a quand même dernièrement fait beaucoup d'études sur l'intelligence des pieuvres qui ont révélé qu'elles sont remarquablement intelligentes. Et en plus, il ne faudrait pas les manger, parce que, au moins quand elles sont jeunes, parce qu'elles se reproduisent très lentement. Et en gros, elles ont seulement un descendant de temps en temps. Donc, je suis aussi une amie des pieuvres. Des pieuvres et des éléments marins, on peut passer aux éléments aériens et notamment aux oiseaux. Alors vous en parlez, Joël Zask, par exemple. Que faire lorsqu'on est face à une corneille agressive ? Ah oui, les corneilles. Alors les corneilles sont des animaux qui sont à la fois beaucoup appréciés depuis la nuit des temps pour leur intelligence, puis qui sont associés à la mort aussi. On peut penser au tableau de Bruegel, par exemple. Il y a le triomphe de la mort où les corneilles figurent en très très bonne place, mais elles peuvent être très très agressives. Et en particulier, ce sont des animaux qui vivent une trentaine d'années, qui ont un esprit de famille ultra développé, et s'ils ont le sentiment qu'on s'attaque à l'un de leurs congénères, alors à ce moment-là, elles vous attaquent, elles font des piquets par derrière, elles vous attaquent sur la nuque, en fait, pas toujours par derrière, et donc fondent sur vous au moment où vous passez près de leur niché ou près d'un endroit où elles jugent qu'elles sont en danger, que leur zone de confort en quelque sorte est perturbée. Et donc là, il y a toutes sortes de recommandations, parce que le livre que j'ai fait se présente un petit peu comme un guide dans un premier temps, de savoir quoi faire face à une attaque de bêtes sauvages, dont les corneilles. Et là, donc les recommandations, c'est d'abord de s'attacher, d'éviter les zones où les corneilles sont agressives, ce qui leur arrive 3 mois en gros par an. Et puis, par ailleurs, on vous recommande de mettre un casque, voire de dessiner des grands yeux sur l'arrière de votre casque, parce qu'elles ne vous attaquent jamais que par derrière. Donc, ça elles voient des yeux, donc elles vont éviter. Éventuellement, leur faire face, parce qu'à partir du moment où elles se sentent observées, leur comportement change, elles s'adaptent à cela aussi. Il faudrait aussi éviter de laisser ses cheveux lâches et de se faire des chignons, de les protéger. C'est pour ça que vous avez un chapeau. Chapeau, par exemple. Protéger des corneilles. Bah oui, c'est la période. Voilà. Et voilà, il y a toutes sortes de recommandations de ce type. Et puis surtout, alors il y a aussi ne jamais venir au secours d'une petite corneille, parce qu'au cas où elle mourrait, vous seriez tenu responsable de sa mort par toute la tribu, qui parfois, il y a des faits divers enfin, un peu tristes qui vont vous attaquer parfois pendant des années. Des années. Certains témoins racontent que leur vie est devenue un enfer, qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux, que les corneilles les attendent sur le capot de leur voiture et les agressent dès qu'ils ont une honte. Très rancunières. Elles sont extrêmement rancunières. Elles ont une capacité de reconnaissance faciale hallucinante et apparemment, d'après les éthologues, elles savent également transmettre à leur descendance
le visage de leur agresseur. Donc on est très mal parti. On découvre cela et beaucoup d'autres choses dans votre livre, Joël Zask, Face à une bête sauvage, aux éditions Premier Parallèle. Et je dois dire que vous aviez obtenu, Joël Zask, le prix Pétrarque de l'essai France Culture l'an passé pour votre livre Quand la forêt brûle. Laura Bossy, votre exposition, donc elle est ouverte demain au musée d'Orsay à Paris. Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle.